Bon, vous êtes rentré dans la forêt mystérieuse et au fond, ce soir, c'est un petit peu comme dans les contes de fées, ou c'est comme dans le début de Dante, de l'enfer de Dante. On commence par traverser la forêt au milieu du chemin de notre vie, et ensuite les idées les plus extraordinaires vont arriver. J'espère que vous allez être inspirés par cette œuvre magnifique. Merci à tous d'être là. Merci infiniment d'avoir organisé ça. On n'entend plus rien. Ouais, non, je te confirme. Alors, un autre. J'ai dû appeler, voilà, ça marche. Merci beaucoup. Et on va commencer une discussion palpitante. Ton micro marchera mieux que le mien, donc je te laisse la parole. Comme c'est bien fait. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Alors, comme il n'y a pas de gradin, on lève la main pour saluer celles et ceux qui sont au fond de cette très belle salle. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Gessina Lab pour cette rencontre qui a pour beau titre « Passion, art et immobilier ». C'est bien la passion qui sera au cœur des propos qui vont être échangés, cette passion qui nous amènera à proposer aussi des pistes de réponse aux questions suivantes. Comment structurer de manière pérenne une démarche artistique dans l'entreprise et comment les non-initiés peuvent s'engager eux aussi envers la scène artistique. Donc, pour débattre de ces questions, 3 intervenants principaux réunis autour de moi. Donc, Jean de Loisy, le président du Palais de Tokyo, et membre fondateur du Tokyo Art Club, dont il sera quand même question aussi tout à l'heure, qui a pris la parole en premier. À mes côtés, Bernard Michel, président de Gessina, et puis à l'autre extrémité de notre petite scène ce soir, Laurent Dumas, président du groupe Emerige. D'autres interventions auront lieu, de personnes qui sont là ou qui vont arriver. Nous attendons Régina Tchondo, la directrice générale de la création artistique au ministère de la Culture, et puis Sandra Agadus qui est là, elle, membre fondatrice, elle aussi, du Tokyo Art Club, qui nous parlera de cette œuvre à l'abri de laquelle nous sommes installés pour pouvoir dialoguer, qui vont sans doute inspirer nos propos, une œuvre dont elle nous parlera un peu plus tard. J'aimerais commencer quand même par poser des questions personnelles à nos invités, mais sans indiscrétion, rassurez-vous, enfin tout de même. Peut-être un premier tour de prise de parole pour savoir si vous avez les uns et les autres un premier souvenir marquant lié à l'art, pour mieux comprendre comment est né votre goût, votre passion. Peut-être commencer avec vous, Bernard Michel. Est-ce que la naissance de votre goût pour l'art s'est faite au sein de la famille, par un ou une passionnée, par des visites dans des musées, dans les centres d'art? Ça commence comment, ce goût-là, pour vous? Oui, vous m'aviez prévenu que vous poseriez une question de ce type. Et au fond, ça m'a profondément perturbé. Prépare. Je dis, bon, voilà, parce que finalement, le goût pour l'art, c'est quelque chose d'assez complexe. Finalement, ça fait partie de la subjectivité d'une personnalité. Et au fond, du coup, je me suis dit, mais au fond, oui, pourquoi j'aime l'art? D'abord par curiosité intellectuelle, de manière générale. J'aime beaucoup comprendre, voyager, etc. Et après, je me suis dit, oui, mais pourquoi l'art? D'abord parce que j'aimais dessiner, en réalité, toujours. Voilà. Alors, j'ai eu une carrière qui s'est arrêtée en 1990 parce que je trouvais que ce que je faisais était vraiment trop horrible par rapport à ce que j'avais appris à connaître par ailleurs. Mais j'avais ce goût du dessin, de l'art, où je crayonnais, je dessinais, je peignais, voilà. Et parallèlement à ça, moi, je suis originaire de l'Est de la France, de Metz, région austère, etc. Mais j'allais voir les artistes dans les galeries là-bas. Donc là, on est dans les années 60-70. Et on se dit, bon, il y avait, alors, à l'époque, on appelait ça la Nouvelle École de Paris. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, mais voilà, c'était Bazaine, Villon, Édouard Pignon, Talquat. J'ai retrouvé ça dans ma mémoire, tu vois, des choses comme ça. Lapic, Estève, etc. Des choses que je retrouve aujourd'hui, d'ailleurs aujourd'hui avec plaisir en tant que collectionneur, mais à l'époque, je n'avais pas les moyens. Et donc, j'allais voir ces galeries et ça me donnait de l'émotion. Hein. Donc, ça a commencé comme ça. Puis après, il y a eu d'autres découvertes. Après, je me suis replongé, bien sûr, dans l'art en général, les impressionnistes, les primitifs flamands, italiens, etc. Enfin, toute l'histoire de l'art, d'une certaine manière. Et puis l'art contemporain, c'est arrivé plus tard. Et ça m'intéressait, parce que quand même, il y avait déjà dans cette école la fin de l'abstraction, des choses comme ça, qui étaient intéressantes. Et donc j'y suis venu une deuxième fois dans les années 90. Peut-être que pour prolonger cette question vers Laurent Dumas sur le goût pour l'art, et peut-être aussi tout de suite sur l'art moderne et contemporain qui vous marque et qui vous
vous fait vibrer. Il y a eu un très beau portrait de vous dans le Journal des Arts. Vous avez levé quelque peu le voile sur ce goût-là et sur la place très importante qu'a une œuvre de Bram Van Velde dans votre vie, voilà, comment la fréquentation d'une œuvre peut voilà, avoir des vibrations extrêmement intimes avec la personne qui peut la voir tous les jours, qui vit dans sa proximité. Mais avant cela, est-ce qu'il y avait eu déjà une épiphanie, une rencontre particulière avec l'art qui vous avait donné ce goût-là? C'est-à-dire que je pense qu'on ne vient pas à Bram Van Velde comme ça, avec un choc. C'est bien d'y venir. Et donc, je pense que c'est en venant à la vie, en décembre 63, j'ai vu ma mère et je me suis dit, elle est belle, ça doit être de l'art. C'est le début du roman familial, ça. Non, mais voilà, un premier tableau qu'on voit chez des grands-parents, un premier achat qu'on fait quand on a 17 ans, même si on n'a pas le sou, on est content de s'approprier une part de ce qu'on trouve émouvant et beau. Et pour le Bram Van Velde, c'est dans un changement de vie où, dans un appartement vide, il m'avait été offert une litho de Bram. Et dans ces moments d'incertitude et de trouble, j'ai appelé une vieille copine qui s'appelle Nathalie Zaquin et à qui j'ai dit « Je voudrais que tu me trouves un Bram Van Velde ». Elle m'a dit « Mais quelle drôle d'idée, pourquoi un Bram Van Velde ?» Je lui ai dit « Écoute, je te raconterai l'histoire plus tard ». Et puis j'en ai vu un qui n'était pas celui qui m'a créé l'émotion que je voulais avoir. Et puis j'en ai vu un second, puis un troisième. Et puis j'ai vécu avec cette œuvre au milieu de rien d'autre. Et elle m'a rempli de vie. Au fond, Jean de Loisy, on a quand même eu l'occasion de parler quelques fois de façon solennelle comme ce soir et autrement, mais je ne sais pas comment vous est venu, vous, ce goût pour l'art. C'est très difficile parce que c'est toujours un faisceau de situations. Et parmi les quelques choses que je peux dire, je pourrais dire que j'ai trois souvenirs particuliers. Il faut que je vous dise, ma grand-mère était peintre. Et ma grand-mère avait fait un petit tableau que je trouvais extraordinaire, un petit gouache, en fait. Et c'était, alors elle me disait toujours, regarde, j'avais 7-8 ans, c'est l'enterrement de Malevitch. Je ne voyais pas du tout ce que ça voulait dire. C'était un petit tableau figuratif d'un cortège sous la neige, un enterrement auquel elle avait assisté en Russie et qu'elle avait peint. Et elle me disait, c'est l'enterrement de Malevitch. Ce n'était pas du tout l'enterrement de Malevitch, mais elle me mettait ce nom dans la tête. Et pour moi, c'était devenu quelque chose d'extraordinaire, une sorte de saint. Mais comme c'était avant l'exposition sur Malevitch qui avait été faite par Jean-Hubert Martin dans les années 79-80, je pense, Malevitch était inconnue pour nous. Elle était connue par elle, mais inconnue pour nous. Donc ça, c'était une chose qui m'avait fasciné. Comment est-ce qu'un artiste qu'on ne connaît pas, que je ne connaissais pas, pouvait créer cet effet de mélancolie et de regret chez une femme que j'aimais beaucoup. Et donc ça, c'était une première chose. Deuxième chose, j'ai eu une chance incroyable dans ma vie, c'est qu'un copain de classe habitait dans une des maisons qui avait la plus belle collection d'art de France et aussi dans lesquelles il y avait tous les artistes. C'était François Durand-Ruel et Christophe. Et François et Christophe, j'étais au collège avec eux, on était dans la même classe. Et donc, je passais mes week-ends, mes révisions du bac chez eux. Et donc, au milieu des Rauschenberg, de César Armand qui était là, j'avais 16 ans aussi, et c'était pas mal. Donc, ça aide. Et je voudrais dire une troisième chose qui a beaucoup importé pour moi. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais tombé sur une revue. Et cette revue s'appelait, c'était une revue d'association que vous connaissez tous, qui s'appelait ATD Quart-Monde. Et la revue ATD Quart-Monde s'appelait, c'était un numéro spécial, s'appelait La beauté, un chemin vers soi. Et dedans, il y avait des témoignages, et ça, je pense que ça concerne ce qui nous réunit aujourd'hui. Il y avait des témoignages de gens exclus des chances que nous avons, et qui disaient qu'une des pires souffrances qu'ils avaient dans leur pauvreté, c'était d'être séparés du beau, de n'avoir jamais, dans les quartiers où ils vivaient, accès à de la beauté, à un portail qui serait parti en beau, une porte qui aurait une qualité, etc. Et le ressentir comme souffrance, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui a fait que j'ai très vite et très tôt, je me suis intéressé pour la commande publique et les œuvres dans des situations publiques. Évidemment, on va venir à cette dimension-là, peut-être pour poursuivre, Laurent Dumas, savoir comment le goût se constitue. Bon, vous avez parlé de ce Bram Van Velde, mais ensuite, est-ce que ça se fait de façon rhizomatique? Est-ce qu'un artiste vous amène à en découvrir un autre? Est-ce que c'est la fréquentation
des galeries, des foires? Est-ce que c'est des visites d'ateliers d'artistes? Comment est-ce que vous avez constitué ce qui est votre goût? Oui, en allant dans les galeries, oui, en échangeant avec les artistes, en venant dans des lieux comme le Palais de Tokyo, en allant en face au musée d'art de la ville de Paris, en allant à Beaubourg. Et bien sûr que voilà, on évolue, on se forme une certaine idée de ce que l'on a envie de partager avec d'autres. Et le temps et l'expérience jouent beaucoup. Mais dans ce que dit Jean, je crois qu'il y a quelque chose d'absolument fondamental, c'est que ce sont ceux qui vivent dans les conditions les plus difficiles qui ont la plus grande difficulté à accéder au beau. Il est important de faire passer des messages pour cela, pour ces personnes-là, pour ces enfants-là, pour ces plus grands-là, que voilà, il y a des moyens de venir dans les musées dans des conditions extrêmement souvent gratuites, sous un certain nombre de conditions, et c'est extrêmement important. Nous, on peut le faire, et donc moi, ma démarche a été de le faire de plus en plus souvent. Il faut aussi du temps pour le faire, il faut y consacrer du temps, et puis, quand c'est une passion, c'est pas un temps qui coûte, c'est un temps qui enrichit. On évoquera bien sûr ce travail de la Fondation Emmerich pour l'éducation artistique, notamment, mais peut-être pour rester encore un moment sur vos goûts, Bernard Michel, vous-même, comment est-ce que se constituent les réseaux, les goûts, les affinités? Est-ce que vous voyez des points communs finalement entre les artistes qui vous intéressent? Mon goût assez immodéré pour l'art contemporain, finalement, il s'est formé plutôt dans les années 90 en réalité. Le Centre Pompidou, l'arrivée de nouveaux artistes, puisque moi je m'étais arrêté dans mon enfance avant le pop art en réalité. Et donc finalement, sur le tard, je me suis replongé par l'art contemporain dans toute cette période américaine, puis la période française, et là ça m'a beaucoup passionné, la figuration narrative, ce qui fait d'ailleurs que ça fait partie des artistes que j'achète aujourd'hui, et je vais vous dire pourquoi. Et puis bien sûr, je veux dire, après, c'est des allers-retours. Je suis passé, bien sûr, par des artistes très contemporains, comme Fabien Verchères, qui est ici avec nous. Je suis passé par toute une série d'artistes plutôt jeunes, émergents, que j'achetais comme ça par goût. Mais à la fin, il y a quand même une logique derrière tout ça. Enfin, en ce qui me concerne. C'est que j'ai commencé à comprendre que l'art contemporain, pour moi, ça se discute, tout ça, il n'y a pas de réponse unique. C'est pas la question du formel, du beau, etc. C'est la question de l'art au service de la transformation sociale. Donc du message de l'artiste par rapport aux problématiques de son temps. Alors, c'est pas nouveau, ça, le mouvement Dada, les surréalistes, etc. Mais aussi la figuration narrative, l'artiste engagé à l'époque. Mais aussi d'autres artistes qui ont un véritable message sur les questions d'aujourd'hui, comme la question écologique, etc. Des choses qui m'ont amené finalement assez loin dans la réflexion sur, bon, un artiste, est-ce qu'il doit porter un message ou pas? Moi, je crois que oui. Je crois qu'il doit interpeller. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est important d'avoir des artistes dans la ville, dans les immeubles, etc. On y reviendra sûrement. Et au fond, c'est pas pour rien que je me suis intéressé plus particulièrement à Rancière, Fromanger, à Royot, etc., ces gens-là, parce que c'était des révoltés en même temps. Et là, je me dis, il y a peut-être un vieux reste du 68 art que j'étais, qui a ressurgi un peu sur le tard. J'ai bien changé. Mais bon, quelque part, je me suis dit, ouais, c'est quand même, c'est génial tout ça. Et au fond, c'est un peu comme ça que j'en suis venu à l'art contemporain pur et dur, Bill Viola, Peter Doig, des grands chants que j'aime beaucoup, vous voyez, des choses comme ça. Et que je suis venu au Palais de Tokyo, où je me suis bien amusé en voyant Rulio Loparc, puisque c'est une période où j'étais plutôt sur l'art cinétique. C'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs un mobile de Xavier Vélan qui a été installé dans le centre Beaugrenelle après. Mais le street art, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait sur les graffeurs, ça s'appelait Lascaux Project, je crois, un truc comme ça. J'ai aimé aussi ce que vous avez fait sur John Giorno. Voilà, bon, Life is a Killer. Donc voilà, c'est un peu ça que, pour moi, c'est ça l'art contemporain. Vous voyez ? Jean, un commentaire ?
Comment commenter ça? En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée que l'art peut nous apprendre quelque chose qui ne soit pas seulement de la beauté. Au fond, on dépasse très rapidement la question, je dois mal le tenir, je pense, on dépasse très rapidement la question du goût ou de l'appréciation, on va très rapidement vers le sens. C'est-à-dire, est-ce que j'ai là devant moi quelqu'un qui parle de quelque chose qui nous concerne, qui parle comme on n'a jamais parlé? Est-ce que j'entends quelque chose pour la première fois? Et est-ce que ça peut changer ma perception du monde et élargir ma conscience? Donc pour moi, l'artiste tel que je le rêve, d'abord il mène une aventure difficile, parce que parler pour la première fois, ça veut dire risquer de ne pas être entendu. Il mène une aventure exigeante, parce que il est sur une expérience, une zone expérimentale très fragile et dans laquelle il est éventuellement très seul, mais en même temps, il essaye de capter quelque chose qui doit nous être commun. À un moment donné, il faudra bien que sa parole nous devienne commune. Et donc, je trouve ça assez extraordinaire. Voilà. Laurent Dumas, pour vous, alors, vous défendez, collectionnez et promouvez des artistes plastiquement apparemment très différents, mais est-ce que pour vous, intimement, il y a quelque chose qui relie ces artistes? Est-ce qu'il y a justement des problématiques communes ou finalement quand même une esthétique commune? Non, une esthétique commune, je ne pense pas. Un lien, en tous les cas, dans ce qu'a évoqué Jean, dans la situation dans laquelle ils sont, dans ce qu'ils essayent de nous faire passer comme information, ce qui les rattache au monde et la façon dont ils l'expriment au travers d'une œuvre. Et en tous les cas, moi, une des façons de mieux vivre, c'est de les entendre, de vivre avec leur univers, avec leur imaginaire. Et c'est ça ce qui constitue une part de l'intérêt, de l'émotion que je vais avoir face à une œuvre. Alors, émotion personnelle que vous avez eue, l'un et l'autre, et le troisième aussi, mais d'une façon différente, l'envie de partager à un plus grand nombre. Laurent Dumas, de quelle façon ça commence pour vous? De quelle façon est-ce que vous avez souhaité qu'Emerige s'implique? Est-ce que ça commence par le mécénat, justement par être graphe avec l'expo TAG au Grand Palais? C'était un des premiers moments forts pour vous, ou il y avait eu d'autres choses qui précédaient? Ça, c'était aussi d'aider Alain Galizia, pour le citer, qui est un des premiers défenseurs de ce mouvement, qui y a laissé une partie de sa santé, une partie de sa vie, une partie de son métier. Et je trouve qu'il, compte tenu de son engagement, que je trouvais extrêmement noble, je trouvais qu'il était de mon devoir d'ami de l'accompagner. Maintenant, ça a été depuis cette période-là, mais aussi avec ce qu'on avait fait avec lui, avenue de Wagram, sur un musée à ciel ouvert qui consistait justement à montrer le graffiti à l'extérieur, parce que par essence, de montrer le street art à l'intérieur, il y a une petite anomalie. Donc voilà, il y avait tout un groupe de taggeurs venus du monde entier, et puis ces œuvres étaient offertes à une association. Il se trouve que, compte tenu de l'ampleur médiatique qu'avait eu cette opération, la vente a très très bien marché. Ça a permis à une association qui s'appelle Paris Tout Petit de compléter de façon très significative son budget sur cette année-là. Et donc, quand vous êtes face à une opération que vous faites par plaisir, aussi pour montrer au plus grand nombre ce qu'est un mouvement, que par ailleurs, la réalisation de cet événement permet à une association qui a des besoins considérables de renforcer son budget, et donc l'aide, en l'occurrence, aux mamans avec leurs enfants de moins de 18 mois, cette association venant en soutien des enfants de 0 à 18 mois sur tout ce dont ces mères peuvent avoir besoin. Alors, vous faites votre première opération de mécénat sans avoir vraiment mesuré la façon dont elle pourrait se passer. Et quand c'est un succès, vous avez envie de renouveler. Et ensuite, dans les différents, on va évoquer les différentes façons dont Emerige s'implique pour les artistes, pour l'art contemporain. Est-ce que c'est à chaque fois comme ça des occasions, des envies, des choses qui se sont faites de façon spontanée? Il faut aussi, on va parler avec Bernard Michel, beaucoup de volontarisme aussi. Il faut que le dirigeant d'une société dise oui, je veux que la société s'implique dans ce monde-là et aide la création. Oui, il faut une démarche personnelle, mais il se trouve que dans notre métier, qui a été très critiqué pendant des années, l'immobilier, c'est une espèce de mélange de gens qui racontent n'importe quoi, il y a toujours des sombres histoires de ça. En fait,
Un, ça n'est pas vrai. On en est, Bernard et moi, la meilleure illustration. Deux, il y a un mouvement d'individus qui, chacun, dans leur société, au sein de leur société, ont historiquement, et Gessina en est la meilleure démonstration, fait des commandes significatives auprès d'artistes, sauf que le faisant de façon indépendante, personne ne savait qu'on était capable, dans cette profession, de le faire de façon aussi significative. Et donc aujourd'hui, on a été réunis tous autour d'un concept sous l'autorité de Fleur Pellerin, mais c'est un système qui existait déjà. Pour autant, oui, il faut la démarche d'un dirigeant et d'un groupe de personnes dans les entreprises, parce que en tant que chef d'entreprise, on peut décider d'un projet, mais enfin, si on n'a pas les patrons de service, si on n'a pas les opérationnels, si on n'a pas ceux qui dirigent ces programmes pour mettre en œuvre les œuvres qu'on installe dans les immeubles, alors ça n'arrivera pas. Donc c'est un travail, certes, il y a une impulsion sans doute du dirigeant, mais il y a un travail, il y a une volonté, il y a une envie de l'équipe de le faire. Alors, vous évoquez le programme Un immeuble, une œuvre dont on va parler tout à l'heure. Je salue la présence de Pierre Oudard, directeur général adjoint de la création artistique au ministère, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous et qui nous donnera quelques éclairages tout à l'heure sur ce beau programme. Mais pour rester sur cette même question, Bernard Michel, avant de parler stricto sensu de commande avec vous, revenir aussi quand même sur le choix, la volonté qui est toujours davantage la vôtre, d'inscrire l'art dans l'entreprise que vous dirigez, Gessina. C'était quoi le cheminement de votre pensée pour aboutir à l'intuition finalement que l'art avait sa place dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'immobilier? Alors effectivement, c'est un cheminement et puis c'est une impulsion aussi, hein, c'est les deux. Bon, le cheminement, c'est que d'une certaine manière, quand vous construisez de nouveaux immeubles de bureaux avec de très grands architectes comme Jean Nouvel ou d'autres, évidemment, vous avez envie d'aller jusqu'au bout de la démarche, et donc ça vous conduit à mettre des œuvres d'art en accord plutôt avec les architectes dans ces immeubles. Mais ça, c'est une partie de la démarche. Moi, je l'ai retrouvé d'une autre manière, alors en me méfiant de moi-même, en disant tu ne dois pas essayer d'impulser dans l'entreprise, finalement, tes goûts personnels en matière artistique. Ce n'est pas le but de la chose, mais j'y suis venu différemment, en réalité. Par la question de la responsabilité sociale d'entreprise, qui mérite un tout petit développement. Pour moi, la responsabilité sociale d'entreprise, c'est de respecter des valeurs, au-delà de la recherche du profit qui est normal dans une entreprise, mais c'est d'impulser des valeurs. Ces valeurs sont des valeurs éthiques, sont des valeurs environnementales, sont des valeurs en matière, par exemple, de mixité dans l'entreprise, des choses qui touchent la société, mais aussi des choses qui touchent la ville, puisque nous sommes des acteurs de la ville. Donc je me suis dit à un moment donné, à la croisée de tout ça, il y a peut-être la question de l'art dans l'immobilier qui peut s'imposer à nous via ces valeurs. Et c'est pas parti de l'immobilier en plus, ce truc-là, puisque la première fois que j'ai organisé des expositions, c'était dans le hall des back-office du Crédit Agricole à Saint-Quentin en Yvelines. Vous voyez, donc j'étais à l'époque patron de l'informatique et des back-office, donc rien à voir avec l'immobilier. Puis il y avait un grand hall là, dans un immeuble neuf. Puis j'avais dit on va faire des expositions d'artistes contemporains. Bon, alors, succès pas garanti au départ. Hein, c'est quoi là? Mais on l'a fait, et ça a été un très beau succès. Et au fond, en arrivant chez Gessina, je me suis dit, là, en plus, je suis dans l'immobilier, donc il y a une certaine logique quand même à utiliser des locaux pour pouvoir faire connaître des artistes. Et au fond, ça m'a conduit à me dire, au fond, il n'y a pas que l'histoire d'un immeuble avec un architecte, puis on met une œuvre d'art pour le décorer, même si ça a été très bien fait avec Jean Nouvel, on a mis un lasso de Michel Otoniel dans l'immeuble que nous avons Horizon à Boulogne-Billancourt. Je me suis dit, ça doit aller plus loin parce qu'il faut arriver à ce que l'art soit à la portée de tout le monde. Parce que l'idée, pour moi, c'est l'art à la portée des salariés, de tout le monde. Et au fond, je ne veux pas que ce soit du prosélytisme en même temps. Puis en même temps, je me dis, ce serait quand même bien que cet art interpelle. Puisque, je vous l'avez compris, pour moi, l'artiste contemporain, c'est quelqu'un qui dérange, voire qui inquiète, qui remet en question, qui déplace les lignes, etc. Donc, à la croisée de tout ça, je me suis dit, on va essayer de systématiser la démarche dans chaque nouvel immeuble, une œuvre d'art,
Après, la question, c'est comment les choisir. Et là, on a encore des progrès à faire, parce qu'au fond, ça reste une décision, finalement, de quelques personnes. Alors, on se fait bien sûr conseiller, on a tout ce qu'il faut pour ça, mais bon, je voudrais que nos salariés soient beaucoup plus associés à ce que nous faisons aussi. On a mis une fresque de Stéphane Calais dans notre siège. Il y a eu une performance de John Wan récemment dans l'un de nos immeubles en rénovation rue d'Amsterdam. Bon, cette œuvre est maintenant dans le hall de l'immeuble. Bon, on commence à acclimater aussi, à faire réagir nos salariés. Et il faudra systématiser un peu tout ça. Mais ça, c'est une réflexion qui est en cours chez nous. C'est comment systématiser, ça c'est fait, mais comment ensuite organiser le choix de ces œuvres. Concernant les commandes, Laurent Dumas, comment est-ce que sont choisies les œuvres pour Emery? Alors, il y a un cas tout à fait exemplaire et hors norme qui est celui de Gérard Garoutz pour l'ancien Hôtel des Douanes, mais je ne sais pas si c'est le meilleur exemple parce qu'il est tellement imposant qu'il y a peut-être une volonté très personnelle en l'occurrence. Comment ça se passe pour vous? Si ça touche l'intérieur des bâtiments, on va être un certain nombre au bureau. Enfin, objectivement, je suis très honnête, c'est moi qui décide au final. Non, mais on me présente. Voilà, il faut bien que ça serve à quelque chose d'être patron quand même. En revanche, dès que ça touche à l'espace public, alors là, on se doit d'ouvrir, de constituer un jury où suffisamment de personnes soient représentées pour que l'ensemble de la population qui va être confrontée à cette œuvre le soit après qu'un jury, et en particulier les autorités politiques, et en particulier certaines autorités administratives. Quand on a fait le concours de la station de métro de Batignolles, qui finalement a donné lieu à la désignation de Tobias Rehberger, il y avait 3 artistes français et Tobias Rehberger. À l'unanimité, Tobias Rehberger a été choisi, et en particulier, il y avait un thème qui intéressait la RATP, donc était au jury, le STIF et la RATP, le STIF parce qu'elle finance les équipements, la RATP parce qu'elle allait gérer les flux, mais également la ville de Paris et nous. Donc on est fait assez exceptionnel. La RATP a accepté de financer une partie de l'œuvre. Donc Emery n'était pas le seul mécène de l'opération, on était le principal, mais la RATP y a participé. La ville ne participait pas, mais puisqu'elle était à la manœuvre sur le développement du quartier dont je parle, des Batignolles. Et ça s'est fait sur la base de présentation des œuvres, en tous les cas des projets par les artistes, et puis on est passé au vote, et en l'occurrence, à l'unanimité, il a été choisi Tobias Rehberger, mais avec des préoccupations auxquelles, sur certaines autres propositions, je ne citerai pas lesquelles, en tous les cas une que j'aimais beaucoup, il a été évoqué par la RATP l'angoisse que l'œuvre puisse faire peur. Et puisque c'est une œuvre d'accès à des sous-sols, et ils ont eu une préoccupation très forte à désigner un artiste dont l'œuvre ne puisse pas inquiéter, pour reprendre Bernard ce que tu disais. En tous les cas, ils ont été très attentifs à cela. Et une œuvre a été écartée alors que le symbole était extrêmement fort, parce qu'elle pouvait mettre les usagers dans une situation extrêmement indélicate, descendant dans les profondeurs de la RATP. Et voilà. Donc voilà comment ça se passe. Pour le reste, on soumet des artistes. On voit beaucoup d'artistes. Il y a Angélique Aubert qui s'occupe de ça au bureau, donc qui voit beaucoup d'artistes. Et on essaye de sélectionner ceux qui correspondent le mieux à l'immeuble qu'on est en train de construire. J'ajoute qu'il y a une chose qui est fondamentale, c'est de essayer de faire intervenir les artistes suffisamment tôt pour que ce ne soit pas une œuvre rapportée, mais une œuvre qui a été pensée dans l'espace avec l'architecte, comme le disait Bernard. Alors peut-être une question pour vous, Bernard Michel, dans les questions du public. L'art développe-t-il la productivité des collaborateurs ? Moi, je considère que tout ce qui touche aux valeurs dans une entreprise améliore la productivité. D'ailleurs, il y a des preuves. Par exemple, tout le monde sait que nous travaillons beaucoup sur la question de la mixité
dans l'entreprise. Bon, on sait que les entreprises qui respectent des principes de mixité sont plus productives que les autres. Il y a même des statistiques très précises, il y a des études très précises. Moi, je pense qu'on peut traduire ça différemment. Quand une entreprise a un comportement social, éthique, environnemental, etc., avec de bons principes, ça génère dans l'entreprise une cohésion. Donc ça génère aussi une adhésion au projet de l'entreprise qui est plus forte que si on se borne uniquement à travailler tous les jours, à faire son travail correctement. Et quand il y a cet enjeu qui fait que l'art peut être un élément d'un projet d'entreprise, qui peut être que la diversité peut être un élément d'un projet d'entreprise, ou l'environnement, eh bien finalement ça fait que l'entreprise fonctionne mieux et donc elle est finalement plus productive. Il faudrait demander à Jean de Loisy si selon les expositions du Grand Palais, l'équipe est plus ou moins productive. Ça dépend des artistes qui sont présentés dans le palais. En fait, il y a des artistes... Il y a une énergie quand même qui vient des œuvres, les moments, qui n'est pas la même. C'est pas toujours la même, mais les moments où les œuvres choisies transforment le bâtiment sont des moments dans lesquels l'équipe se met en grande énergie. Pas seulement parce que... Tiens, je te le rends juste après. Pas seulement parce que c'est des œuvres qui demandent un effort considérable, mais parce que la sensation que l'ensemble du tissu physique d'un lieu est transformé par une œuvre, ça nous donne à tous un sens du défi, un sens de l'extrême, un sens d'aller le plus loin possible, qui est extrêmement motivant. Quand on a construit cette œuvre-là avec la Fondation SAM, et Sandra et Guédus, c'était un défi, c'était très intéressant et tout le monde s'y est mis et aujourd'hui c'est un symbole fort pour nous. Donc oui, c'est très très motivant. Mais aussi, je dois dire une dernière chose, c'est qu'une œuvre juste nous atteint. C'est-à-dire que le but n'est pas du tout d'avoir une décoration. Le but, c'est d'être atteint par quelque chose et qu'on soit atteint collectivement. Et c'est pas facile de le faire dans le respect, malgré tout, de l'intégrité psychique, en tout cas de tous. Hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On va quand même pas créer des névroses exagérées. Et pour le public qui s'enfonce dans un métro. Mais en même temps, on cherche certainement pas à être neutre. Le micro. Une autre question, c'est Enrique Oliveira, qui est l'artiste qui a fait cette œuvre dont on va parler tout à l'heure, et surtout Sandra Guédus qui va nous en parler. Mais pour rester sur la productivité, d'une certaine façon, il y a aussi, Laurent Dumas, d'autres façons pour les salariés d'Emerich de se sentir fiers d'appartenir à cette entreprise. C'est la multiplication des initiatives. Villa Emerich, fonds dotation Emerich, bourse révélation Emerich, la prise en charge d'une résidence à la Villa Médicis, toutes ces façons-là d'aider l'art et on le voit, la jeune création. Là, ça part évidemment de votre volonté, mais qu'est-ce qui vous a incité à développer ces différents types de soutien ? Alors d'abord, puisque vous me posiez la question sur l'effet que ça peut avoir sur les collaborateurs, imaginez que dans nos métiers, ceux qui sont à la manœuvre sur la réalisation des opérations, ils sont dans la galère toute la journée. C'est dur tout le temps, c'est dur d'obtenir des permis de construire, c'est dur d'arriver au programme qu'on attend, c'est dur de négocier des marchés de travaux, c'est dur de construire, c'est dur, les conditions climatiques sont difficiles quand il fait froid, qu'on doit tenir les chantiers, voilà, on fait un métier qui dans l'effort est complexe. Vous leur apportez plus de travail en installant une œuvre et en devant échanger avec un artiste, mais vous ne pouvez même pas imaginer la productivité que ça apporte à l'entreprise. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça les enchante et comme ça peut créer un lien fort dans l'entreprise. Donc ça, moi je suis absolument convaincu de ça et je pense qu'on voit qu'on a de moins en moins de difficultés à recruter des profils tous les jours meilleurs et je pense qu'un des fils est cet ADN qu'on a voulu donner à Emerich. Alors après, pourquoi il y a une multiplication des opérations? Vous auriez pu dire aussi qu'on est parfois Jean dans ces dans Il ces en démarches. parlera lui-même. Nous, le fil, c'est d'aider toute la scène des créateurs, quel que soit leur domaine. On va plus vers les plasticiens, mais vivant en France. Pour
deux raisons principales. La première, c'est que dans un marché de l'art contemporain où l'argent est devenu roi et où 85% de ceux qui s'intéressent à ça commencent par parler d'argent et parlent d'art après, alors il y a eu une espèce de désamour, ou en tous les cas, il n'y a pas suffisamment de bienveillance qui est portée sur la création française, alors qu'il y a autant de bons artistes en France qu'il y en a en Italie, qu'il y en a en Angleterre, qu'il y en a en Allemagne. Et dans ces pays-là, et ça c'est issu de conversations que j'ai pu avoir avec des conservateurs illustres d'institutions françaises, et après des renseignements que j'ai pu prendre, finalement, il y a un certain nombre de pays qui ont soutenu leur scène, mais parce que on achetait, quand on était allemand en 1950 ou en 1955 ou en 1960, on achète plutôt allemand parce qu'on se sent plus proche de ces artistes. Les Italiens ont acheté plus, les Anglais plus tardivement ont acheté plus d'anglais, et nous, non, finalement, on a un peu délaissé notre scène. C'est lié à aussi d'autres raisons historiques. Mais, donc en tous les cas, la scène française a été peu soutenue. Et tout ça est lié aussi au départ de beaucoup de collectionneurs pour des raisons fiscales à l'étranger. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui viennent de s'accumuler. Et aujourd'hui, Jean le disait, la vie de l'artiste est une vie difficile. Ce sont des gens qui vivent là aussi de 3 fois rien. Les galeries françaises vivent de 3 fois rien. Et je considère, et après toutes les conversations que j'ai pu avoir, que pour que tout ça reprenne un peu d'énergie, pour que on retrouve une certaine dynamique sur un marché national, il faut plusieurs acteurs. Il faut certes de bons artistes, je l'ai dit, on les a. Il faut de bonnes galeries, on les a, mais il faut leur donner aussi les moyens de rester très actives. Et il faut des collectionneurs qui regardent la scène française avec autant de bienveillance qu'ils vont regarder une scène internationale. Et donc je considère qu'il est de notre devoir de porter cette bienveillance sur la scène française. Et donc toutes ces actions, que ce soit la bourse Révélation Emmerich, que ce soit le soutien à la Villa Médicis, parce qu'elle est censée défendre la scène artistique française à l'international, le fait pour une partie, que ce soit le soutien qu'on apporte au Palais de Tokyo, toutes ces aides-là sont conditionnées au fait que ce soit toujours lié à l'intervention d'un artiste vivant sur le territoire français. Bernard Michel, Gessina, c'est pas encore doté de mêmes outils. Je dis pas encore, ça viendra peut-être, même d'outils de soutien à la création qu'Emery, mais il y a des pistes. Il y a déjà la Fondation Gessina qui œuvre, notamment par rapport à la maladie d'Alzheimer. Peut-être expliquer en quelques mots ce dont il s'agit. Je vais vous expliquer. Effectivement, ça a été ma dernière émotion artistique, ça, finalement. Et bien sûr, Laurent est un exemple pour nous tous, parce qu'il a beaucoup investi, il s'est investi, il a investi son entreprise, et je pense que c'est exemplaire pour la profession. Et nous sommes en train de découvrir progressivement les choses, et j'essaye de faire que les choses deviennent naturelles aussi. Et au fond, pour ça, et j'en viens à ce que je voulais dire là, l'autre jour j'ai eu une très grosse satisfaction, parce qu'on a une fondation qui a deux domaines d'élection, l'environnement et le handicap. Ce qui fait que cette fondation est devenue également un élément du projet d'entreprise, parce que plus de 150 de nos salariés s'investissent directement dans les actions que nous menons. En clair, je ne décide de rien, ce sont les salariés qui parrainent des associations, qui présentent avec ces associations leurs projets. Et ensuite, le conseil d'administration de la Fondation, qui est un conseil très ouvert, très divers, choisit ses actions. Et dans ces actions, alors, par exemple, on a vu à un moment donné arriver une action en faveur de l'opéra comique pour mettre en place des systèmes qui permettent aux malvoyants, etc., de comprendre ce qui se passe au moment d'un opéra. Bon, ça c'était un début de quelque chose, c'est intéressant parce qu'on arrive finalement à concilier la question de l'art avec la question du handicap et de la fondation. C'est intéressant, nos salariés s'y intéressent. Et là, récemment, 2 de nos salariés sont venus présenter avec l'association concernée une action qui est menée avec le Grand Palais pour des malades d'Alzheimer. Bon, ça consiste à organiser des visites du Grand Palais, donc au moment notamment de Monumenta, par des malades d'Alzheimer, accompagnés par des guides qui sont formés pour ça,
et aussi par des médiateurs qui sont formés pour ça. Et au fond, on nous a montré ce qu'ils avaient fait sur l'énorme exposition Ilia et Emilia Kabakov, que j'ai adoré d'ailleurs au passage. Bon. Et on voyait ces malades d'Alzheimer réagir devant ces œuvres, écouter les explications. C'était extrêmement émouvant de voir ça. Et tout ça, je me suis dit, au fond, voilà, même ça donne, cette façon de faire donne un horizon à des personnes qui subissent un handicap. Et on voyait la joie et on voyait l'intérêt de ces malades d'Alzheimer pour ce qu'ils voyaient. Et au fond, je me suis dit, voilà, l'art, c'est quand même ça interpelle, ça fait réagir, ça fait rêver, c'est beau, c'est pas beau, c'est pas le problème, là. C'est que ça apporte une ouverture à des personnes qui sont finalement assez enfermées dans leur maison de retraite à cause de leur handicap. Et au fond, je me suis dit, alors là, on a la synthèse de tout ce que, une espèce de symbole de tout ce que je veux faire, c'est-à-dire les salariés impliqués, l'art, le handicap, la fondation, les valeurs de l'entreprise. Alors peut-être avant de parler dans un instant d'un immeuble, une œuvre, Jean de Loisy, nous dire par rapport à ce que... tiens, on vous prête un micro, je vais garder les miens, merci. Ce que vous avez entendu, des parcours, des profils des deux hommes qui sont autour de vous, nous dire comment des personnalités comme celle de Bernard Michel et de Laurent Dumas sont précieux dans le monde de l'art aujourd'hui pour les artistes. Alors c'est un peu compliqué de faire des compliments aux gens qui sont autour de vous, mais vous êtes bien placés. C'est très facile. Bon, bah, alors allez-y, tapis rouge. Mais on le sait bien, la question de l'argent public et de l'argent privé, on y reviendra aussi avec une immeuble, une œuvre. L'apport du privé est essentiel aujourd'hui pour maintenir au plus haut niveau l'exigence d'une création et que des artistes puissent vivre parfois de leur travail. L'engagement du privé est essentiel. Je ne parle pas seulement pour le Palais de Tokyo, il est essentiel globalement. Essentiel parce que on doit avoir la sensation à certains moments que dans un pays, il y a une communauté d'intérêt pour ce qui s'invente, pour ce qui se crée, et surtout et aussi pour ce qui se crée en dehors de la marchandise. Je veux dire pour ce qui se crée simplement parce qu'on ne peut pas ne pas penser en création. La deuxième chose, c'est que, effectivement, comme le disait très, très justement Laurent, parce que je voyais qu'il y avait des grimaces tout à l'heure quand Laurent disait mais les galeries vivent pas très bien, parce qu'on a l'impression qu'elles vivent très bien. En fait, on parle toujours de 8 galeries à Paris qui vivent très bien, et tant mieux pour elles, j'adore cette réussite. Mais il y en a 120 qui sont expérimentales, je parle des galeries d'art contemporain engagées sur des choses difficiles, mais qui vivent très 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 mal, c'est-à-dire vraiment, et quand on dit très mal, c'est pas une façon de parler, c'est très difficile. Et c'est pareil pour les artistes, évidemment. Donc la situation éclatante du milieu de l'art est en fait beaucoup plus restreinte en surface que ce qu'on imagine. Son aura prend beaucoup plus de place que la réalité n'en recouvre vraiment. Donc, s'engager pour créer la possibilité de se retrouver autour d'audace est essentiel. Se retrouver, s'engager pour montrer que le monde de l'entreprise et le monde des artistes, ce ne sont pas des langages séparés. Il n'y a pas d'un côté, à mon avis, ceux qui créent de l'argent et de l'autre, ceux qui le dépensent. Il y a des gens qui essayent de transformer ce qui fait que nous sommes ensemble. Et ça, une entreprise d'entrepreneurs, une entreprise de bâtiment, de toutes sortes d'entreprises, le font, mais d'une façon incroyable, et nous apportent des idées tout le temps. Ici, au Palais de Tokyo, chaque fois qu'on travaille avec une entreprise, en ce moment, on essaye de travailler avec une énorme entreprise de quelque chose qui nous paraissait incroyablement lointain, qui sont des détergents. Donc tu vois, c'est pas immédiat. Mais quand on réfléchit à la logique mondiale dans laquelle ils se trouvent, la lecture du monde qu'ils ont, etc., ça nous enseigne incroyablement et ça passionne les artistes. Donc je crois que l'entreprise est un univers de pensée. D'autre part, je voudrais dire quelque chose de plus sur la relation de l'entreprise aux artistes. Et Laurent, que je connais très bien, Michel, que je connais un petit peu moins bien, mais ça va se développer, je voudrais dire, il y a quelque chose qui est
très étrange dans notre relation à tous à l'art. Et cette chose, c'est la nécessité de la confiance. Il n'y a pas de relation possible avec l'art s'il n'y a pas d'abord une confiance en l'artiste. Si vous n'avez pas confiance dans le fait que, je parlais de Malevich tout à l'heure, a une conception du monde, de l'univers, de la poésie qui va nous transformer, nous enrichir, vous verrez toujours un tableau blanc. Sinon, vous verrez une excitation en train de parcourir le cosmos. Si vous n'avez pas conscience que la pensée de Marcel Duchamp était importante et que vous pouvez lui faire confiance sur ce qu'il a voulu dire ou faire, même si vous ne le comprenez pas très bien, eh bien, jamais vous ne réussirez à regarder son œuvre comme une fontaine, vous la regarderez toujours comme un urinoir. Il n'y a que parce qu'il y a une possibilité de confiance à un artiste que vous pouvez élever et vous élever en même temps à lire l'œuvre pour ce qu'elle sera vraiment et garder toute son énergie, sa capacité transformatrice. Et les gestes de grands mécènes comme Laurent et comme Michel et d'autres qui sont probablement ici, c'est ça. On fait un acte de confiance. Je crois que ce n'est pas de la peinture sur une toile. Je crois que c'est important. Belle déclaration. Je vais mettre à contribution Pierre Oudard, directeur général adjoint à la direction générale de la création artistique dépendant du ministère de la Culture, là où... décidément, quel assistant merveilleux j'ai ce soir pour évoquer, on a beaucoup sous-titré pour l'instant, un programme, une œuvre. Peut-être, Pierre, nous brosser l'idée générale et la philosophie. Voilà, on va faire un jeu de chaises musicales et qu'on te voit en effet. Jean, tu fais bien. Pour nous expliquer la philosophie de ce projet et très concrètement sa mise en action. Merci. D'abord, Régina Tchondo, la directrice générale, n'a pas pu nous rejoindre. J'espère que vous pourrez l'en excuser, mais elle n'arrête pas de me dire qu'elle aurait vraiment voulu être là et on peut la croire. Mais avant d'arriver directement à un immeuble, une œuvre, d'abord j'ai été très intéressé par ce qui s'est dit jusque-là, et pour dire en fait que, d'une part, sur cette affaire public-privé, public-privé, et je me disais, avant d'être public, l'argent il est privé. Et la puissance publique, c'est la forme d'organisation que la nation se donne pour atteindre des buts, des objectifs d'intérêt général, mais la puissance publique n'épuise pas les motifs d'intérêt général. Et l'entreprise, et M. Michel a parlé de RSE, on est bien à cet endroit-là, le mécénat aussi, c'est-à-dire pourquoi on consent, la loi de 2003, dite loi Yagon, consent à des déductions fiscales, c'est bien parce qu'il y a l'entreprise et les particuliers, et on a quelques particuliers ici qui aussi poursuivent des objectifs d'intérêt général, et un immeuble, une œuvre se met en place dans ce cadre-là. L'autre point, c'est que on se disait, alors, quand les promoteurs sont venus nous voir au ministère de la Culture, sont venus voir la ministre et son cabinet, en fait, là encore un petit sourire, c'est Laurent Dumas qui disait « on dit beaucoup de mal des promoteurs ». Alors on dit aussi beaucoup de mal de l'art contemporain et à peine moins, peut-être même davantage, du ministère de la Culture. Donc on avait tout pour Vous étiez bien trouvé, quoi. Voilà, on s'est bien trouvé. Plus sérieusement, ça nous a semblé, pour ces raisons de RSE et pour la longue histoire de ce ministère de la Culture, donner au plus grand nombre accès aux œuvres majeures de l'humanité, dit le décret quasiment inchangé depuis André Malraux. Mais là aussi, pour être majeures, les œuvres d'aujourd'hui, il faut d'abord qu'elles existent. Et pour rencontrer le plus grand nombre, alors elles peuvent être au Palais de Tokyo et elles peuvent être dans tous les lieux, dans l'espace public, dans tous les lieux qui ne sont pas dédiés à l'art. Et c'est l'objectif, là aussi, depuis plus de 50 ans, au moins, et même bien avant. Mais gardons la période du ministère de la Culture, de la commande publique ou encore du 1%. Donc on avait cet objet-là, et il ne s'agissait pas de reproduire le 1% ou la commande publique dans le cadre de l'entreprise, parce qu'il fallait d'abord être à l'écoute des entrepreneurs, de leurs projets, et prendre en compte une opération qui n'est pas une opération de mécénat,
et qui est une opération qui s'insère dans des processus extrêmement complexes de construction d'immeubles, etc., sur la base d'un engagement entrepreneurial. Et donc, on a travaillé d'abord tous ensemble, et on a abouti à cette idée d'une charte sur laquelle les promoteurs s'engagent, et grâce à un travail itératif, je pense qu'on est arrivé à un texte qui pourrait être meilleur, sans doute, mais qui permet aux promoteurs de s'engager sur un certain nombre de points qui ne vont pas contredire le projet de l'entreprise, qui est un projet lucratif, qui peut, je le répète, rencontrer un objectif d'intérêt général, qui ne va pas être contraignant. Souvent, quand on s'adresse au ministère de la Culture, et ça fait partie parfois des méchantes choses qu'on dit contre nous, c'est on a peur du côté impératif. Vous allez faire comme ci et pas comme ça, et vous allez avoir une commission ceci ou une commission cela. Non. Là, l'entrepreneur s'engage, on lui fait confiance, on pense qu'il a le souci de ses affaires, personne ne l'oblige à adhérer à cette charte, et s'il le fait, c'est parce qu'il a envie de le faire. Alors quel est le rôle du ministère là-dedans? Eh bien, d'abord être à l'écoute, de suivre, de valoriser, grâce aussi au Palais de Tokyo et à Jean Loisy qui est bien impliqué dans cette affaire. On réfléchit en ce moment, plus que réfléchit, on va mettre en œuvre tout un ensemble d'actions pour valoriser ce que les entreprises ont produit, les œuvres qu'elles ont commandées et qu'elles ont mises dans les immeubles. C'est une expérience qui rejoint à la fois une tradition, je le disais, la tradition de la commande publique, mais avant la commande publique, la question de l'œuvre d'art dans les immeubles, et on est frappé quand il suffit de regarder. Alors, dans une période récente, un des plus grands musées à ciel ouvert, c'est la Défense. Il y a eu, alors là, c'est vraiment, bien sûr, la Défense, c'est de la commande publique, mais quand on va dans les tours de la Défense, il y a beaucoup d'œuvres qui sont des œuvres qui appartiennent à des promoteurs privés. Il y a même eu un Garouste, alors je ne sais plus comment s'appelle cette tour, mais qui n'a pas pu être installée à cause de la réglementation de la tour de grande hauteur. Mais peu de gens le savent. Et ce n'est pas un des promoteurs qui a signé la charte. J'en terminerai par là, le rôle du ministère de la Culture, c'est aussi de pouvoir apporter aux promoteurs, quand ils le souhaitent, comme ils le souhaitent, les quelques compétences qu'on peut avoir, qu'on a acquises dans la commande publique, sur la réglementation, sur le droit d'auteur, sur le droit moral, sur ceci, sur cela, et de travailler en bonne entente. Merci Pierre Oudard pour ces précisions précieuses. Alors il faut dire que, bien sûr, Gessina et Emerige ont fait partie des signataires, des premiers signataires, au moment où cette charte a vu le jour. Finalement, pourquoi avoir adhéré à ce projet-là? Parce qu'on peut faire les choses de son côté et les faire plus librement, de certaine façon. Quelle force, selon vous, représente ce programme? La force d'entraînement? Oui, c'est ça. D'abord, ça a été très naturel, puisque nous étions déjà en train, depuis les années 2010, à mettre des œuvres d'art dans nos immeubles neufs. Et donc, cette charte, quand nous avons eu l'occasion de la signer, nous l'avons fait très très vite. Et d'ailleurs, la première œuvre qui a été labellisée a été une fresque de Fabien Verscher dans une résidence étudiante que nous avons construite dans le 13e arrondissement. Et au fond, on a eu la satisfaction de dire, bon, au fond, on était bien dans ce mouvement, on se sent bien, et on se sent bien maintenant avec tous nos collègues de l'immobilier qui vont s'efforcer à faire comme nous, de manière à créer une vraie dynamique. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire que ça. Et la commande publique, c'est important aussi. Vous avez cité la Défense. Moi, j'aime bien la Défense. C'est un site que j'aime beaucoup.
Bon, ça, pour les gens qui n'aiment pas, moi j'aime bien ça, j'aime bien cet univers de tours, etc., très minéral, mais dans lequel il y a un musée de sculpture à ciel ouvert qui est tout à fait considérable. Et au fond, voilà, la Défense, quand on voit le Takis qui est à l'entrée, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une exposition ici, par ailleurs, bon, c'est quand même à la fois l'histoire de l'art contemporain en France, et puis c'est une œuvre qui est à la fois très belle, très intéressante, etc. Et au fond, cette commande publique, il faut qu'elle se complète effectivement par l'initiative privée. C'est normal que chacun apporte sa contribution à ça. Et regardez, l'autre jour, je me disais, bon, quelles sont les œuvres d'art que nous avons mises en place? Alors bon, on a essayé de répertorier ça, puis je dis, mais est-ce qu'il n'y a pas des œuvres d'art plus anciennes dans notre patrimoine qu'on aurait oubliées? Ben, on en a trouvé plein. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé une fresque en mosaïque de Ladislas Kijno, dans un de nos immeubles de logement du 12e arrondissement. Et je retrouvais ainsi d'ailleurs un peu mes références de ces années-là. Et je me suis dit, mais c'est génial, ça a été fait sûrement sur la base d'une initiative publique à l'époque, et on en a, mais je dirais d'une dynamique qui était générée par l'État, mais c'est bien pour ça que ces artistes-là existent aujourd'hui, plus que dans notre esprit, ils existent réellement, ils vivent réellement. Et d'ailleurs, les habitants de ce périmètre-là, je ne sais pas s'ils se rendent compte du caractère extrêmement intéressant de l'œuvre d'art qu'ils ont là. Laurent Dumas, pour ce programme, cette charte d'un immeuble une œuvre, est-ce que pour le coup, et là ça intéresse celles et ceux qui sont venus en nombre ce soir, c'est une façon de faire du prosélytisme pour dire à vos pairs, ben, vous aussi, engagez-vous? D'abord, je vous l'ai dit, beaucoup le faisaient. Oui. Et objectivement, ce que Pierre exprime, il y a un détail que tu oublies de dire, c'est que le ministère s'est mobilisé extrêmement rapidement. Ça s'est fait très vite. Ouais. Donc ça s'est fait très vite. Ouais, ça s'est fait très vite, ce qui fait que on n'a pas eu le temps d'appeler toute la profession, mais de ce point de vue-là, c'est Alexandra Cussac, qui est la présidente de la Fédération des promoteurs au plan national, qui a pris la main, qui a adhéré, qui a été là pour la signature de la charte, alors qu'on la prévenait quand même assez tardivement, et qui, elle, fait un très gros battage pour permettre à la profession d'y venir. Moi, ceux qui n'ont pas... Moi, je vais vous dire, j'ai passé 15 coups de téléphone. Sur les 15 coups de téléphone, il y en a 2 qui m'ont dit non, et il y en a 13 qui m'ont dit oui. Et le non est venu aussi vite que le oui, donc ça a été extrêmement simple. Une des raisons pour lesquelles vous posiez la question de savoir s'il y a un effet d'entraînement, il y a surtout un effet de faire profiter à la population qui va habiter, qui va travailler dans nos immeubles, et que ce soit le logement réservé à l'accession, que ce soit le logement intermédiaire, que ce soit le logement social, que ce soit les bureaux où qu'on les construise, c'est de donner accès au plus grand nombre à la culture. Parce que finalement, on l'a dit tout à l'heure avec Jean, dans les milieux les plus défavorisés, l'accès est parfois considéré comme à la culture, aux artistes contemporains, au marché contemporain, au marché des artistes contemporains. L'accès aux artistes contemporains est parfois complexe, considéré comme un peu élitiste. Et là, pour autant que la sélection soit faite avec honnêteté, avec probité, vous donnez accès, vous avez un double effet. Vous faites travailler la scène française, vous faites travailler les galeries, et enfin, vous donnez accès au plus grand nombre à ce qu'est la création contemporaine. Et c'est un territoire d'échange, c'est un territoire de réduction des inégalités, c'est un territoire d'apaisement. Et moi, je pense fondamentalement que plus on amènera les populations qui sont ici tentées par la violence, par la drogue, par le djihadisme aujourd'hui, plus on les amènera en tous les cas, plus on essaiera de les amener à ce qui leur permettra de voir qu'il y a autre chose dans la vie que ces sujets-là, plus on apaisera l'ensemble de ceux qui vivent sur notre territoire. Et donc, voilà, l'idée, et quand vous faites après un compte assez simple, on s'était dit que finalement on pouvait accéder à... Enfin, ce programme pouvait assez rapidement accéder
1000 commandes par an. 1000 commandes par an, ça veut dire que si vous avez 500 personnes qui vivent dans ces immeubles-là, qui reçoivent elles-mêmes 500 personnes, parce que vous recevez une personne, et les enfants reçoivent une personne, ça veut dire 1000 personnes, 1000 par 1000, ça veut dire 1 million de personnes, 1 million de personnes qui auront accès à l'art contemporain, ça veut dire qu'au bout de 10 ans de programme, et sans l'effet d'entraînement, il y a 10 millions de personnes qui auront eu accès à l'art contemporain. Alors certains y auront eu accès par ailleurs, mais en tous les cas, ils y auront eu accès dans leur lieu de vie, dans leur lieu de travail, et de ce point de vue-là, je pense que c'est important pour ça. Applaudissements de Jean de Loisy. Nourri, applaudissements nourris à lui tout seul. Peut-être jouer encore aux chaises musicales, Pierre, si tu veux bien, céder ta place à Sandra Egedus, parce que si les propos sont riches depuis tout à l'heure, c'est peut-être grâce à l'arbre à palabres sous lequel nous avons parlé. Et vous allez pouvoir, d'abord en tant que membre fondatrice de Tokyo Art Club, vous êtes nombreux ce soir et nombreuses, mais surtout, en l'occurrence mécène de cette œuvre d'Enrique Oliveira, nous parler d'elle et de nous parler de son destin, parce que le destin des œuvres, une fois commandé à des artistes, une fois installé, ce destin, il a pour vocation à être riche parfois. Vous pouvez parler de la naissance de cette œuvre? Oui, il y a 3 ans, c'était une pièce vide ici, tout est illusion, ces colonnes n'existaient pas, c'était complètement vide. Et je ne sais pas si Bernard Mounier est là, mais c'est grâce aussi à la complicité des Bouygues construction privée qu'on a pu le faire. Donc il faut le dire, ils ont été nos partenaires pour construire tout ça. Cette œuvre est restée ici au-delà de toutes nos espérances. C'était censé rester 3 mois, elle est là depuis 3 ans. Et dans ces 3 ans, cette œuvre est devenue vraiment un endroit où les enfants voulaient venir, où les gens qui venaient de se marier venaient se photographier en robe de mariée, où elle a été reproduite partout, elle est connue dans le monde entier, c'est devenu un peu les symboles du palais. On l'aime beaucoup, mais les palais bougent. Et à la fin de l'année, cette œuvre va être démontée parce que les restaurants et la librairie vont s'approprier de cet espace. Et je pensais quelque chose, bon, ça nous rendait triste que cette œuvre allait être démontée, mais on s'est dit qu'elle pouvait avoir une deuxième vie. Dès ma part, en tant que donc Samart Projects, qui est ces projets que j'ai créés pour l'art contemporain pour aider les artistes, qui est sans but lucratif, cède tous ses droits au Palais de Tokyo, et l'artiste cède tous ses droits d'artiste au Palais de Tokyo pour que cette œuvre puisse trouver une deuxième vie. Évidemment, il est d'accord pour l'adapter à un nouvel espace. C'est pas très compliqué et c'est faisable. Et donc, on va mettre, on va céder nos droits et les Palais de Tokyo va mettre en vente cette œuvre. Et l'artiste est ravi parce que grâce à ça, il a eu une telle visibilité. Donc, c'est normal qu'il ait envie de rendre ça au palais, et cet argent servira à produire des nouvelles œuvres. Voilà. Ben oui, dit Jean de Loisy. Donc, si vous avez une pièce vide, comme c'était le cas Et ici voilà, auparavant, oui. Ce sera adapté en fonction peut-être. Adapté, voilà. C'est un endroit où les gens aiment vivre. Il y a tellement de choses qui se sont passées ici, et les gens aiment être dans cette forêt-là. Ouais, voilà. C'est confirmé ce soir. Peut-être que Jean, tu veux dire un mot là-dessus sur ces possibilités-là. Non, du coup, là, ça devient compliqué parce qu'on n'a pas assez de... Oh, du coup, Sandra s'en va. Bon, ben... Non, Sandra, restez ici. C'est incroyable la force qu'ont les œuvres pour réussir à caractériser un lieu. C'est-à-dire que, effectivement, cette œuvre qui devait rester 4 mois est partie et est toujours là. Et donc, ça sera une très grande librairie dans quelques semaines, sans doute la plus grande librairie d'art contemporain de Paris. Et donc, voilà, on est obligé de s'en séparer.
Et cet endroit est devenu notre symbole. Il est beau parce que le lien qu'il signifie, c'est-à-dire que toutes les branches s'entrelacent. Cet entrelacement a un sens fort par rapport à ce dont parlait tout à l'heure Pierre, c'est-à-dire ce qui nous rassemble ici. C'était quelque chose qui créait une communauté et qui répondait à l'intérêt général, véritablement. Donc c'est un beau symbole. Grâce à Sandra et à Enrique Oliveira, cette œuvre peut continuer à vivre. J'espère qu'elle va vivre dans un endroit superbe, passionnant, et que d'autres gens viendront se faire photographier effectivement en robe de mariée ici. Mais Sandra, c'est l'un des 15 projets que nous avons fait ensemble. Donc les choses continuent. Et donc effectivement, cet argent va nous permettre de faire une autre œuvre à l'étage en dessous, qui servira aussi pour faire un lieu communautaire, un lieu de rassemblement comme ici. Merci Sandra. Oui, on voit que bravo à vous et merci effectivement Sandra. Et peut-être dans ces derniers instants, avant le cocktail qui nous attend toutes et tous, une question, il y en a eu quelques-unes ce soir, mais je pose aux promoteurs, peut-être aussi à Pierre Oudard, mais comment gère-t-on le droit moral de l'artiste qui a créé une œuvre pour un immeuble quand celui-ci change de propriétaire, d'occupant et donc évolue? Bon, question technique, mais importante. D'abord, si le propriétaire... Alors, vous avez deux cas de figure. Vous avez les immeubles de bureaux qui restent le plus souvent aux mains du même propriétaire, donc ça, c'est pas très compliqué de lui transférer l'obligation de conserver l'œuvre. Après, la question se pose sur les immeubles qui sont mis en copropriété, et ça, on transfère cette obligation-là au syndic, et ça devient une obligation de l'immeuble. On n'est pas à l'abri qu'il y ait, à un moment ou à un autre, dans la vie d'un immeuble, un groupe d'opposants fervents à l'œuvre qu'on aura installée. On gérera la situation si elle se présente. Je ne suis pas sûr qu'on sera là pour... voilà, ça devrait aller. Parce que finalement, si nos acquéreurs, que ce soit des immeubles de bureaux, nos preneurs, locataires du logement, du bureau, décident de venir dans ces immeubles, c'est qu'ils adhèrent à la démarche qu'on est en train de réaliser. Et donc, si vraiment s'il y a un opposant terrible, voilà. Cela dit, ce que vous disiez sur les opposants terribles, ça renvoie à une autre question. On a eu beaucoup d'exemples dans l'actualité récente. Comment gérer l'entretien, la sécurité, l'intégrité d'une œuvre qui, c'est dans un hall d'immeuble, qui par définition voit passer beaucoup de passages, enfin voit beaucoup de passages, pardon. Comment c'est prévu ça, Bernard Michel? D'abord, c'est bien qu'il y ait du passage. C'est comme ça que le contact se fait. Voilà, c'est même fait pour ça, au cas particulier, parce qu'il n'y a rien de pire que des œuvres gardées confidentiellement dans un bureau. Au fond, et c'est vrai que ce sont des lieux de passage, mais enfin, on a aussi l'habitude de sécuriser les lieux en général, donc on n'a pas de problème à cet égard. On serait surpris de... Tu as repris le vieux micro, oui. On serait surpris de voir à quel point les œuvres de qualité résistent. C'est-à-dire qu'elles se protègent elles-mêmes. Elles sont très souvent, pas toujours, mais très souvent... C'est pour savoir qu'il y en a qu'on attaque quand même à coups de marteau, de jet de seau de peinture ou autre. Oui, non, mais il y a des provocations, mais je pense qu'il y aura une grande fierté de la part des habitants ou des travailleurs dans un immeuble de vivre avec une œuvre qui aura été vue, labellisée, communiquée, et dont ils apprendront la qualité peu à peu, et dont ils s'efforceront de partager au fond la signification. Moi, j'ai très confiance. La confiance, c'est la clé de notre aventure. Peut-être pour finir, et parce que c'était l'un des objets quand même du débat que j'ai un peu oublié en route, comment les non-initiés peuvent aussi s'intéresser à ce monde et peut-être participer à son mieux-être. Quel type de conseil vous pourriez donner, alors tous les trois, pour finir là-dessus, un conseil peut-être chacun, pour s'approcher de l'art contemporain qui bien souvent quand même tient à distance, parce qu'on se dit peut-être qu'on n'a pas les références qu'il faut, que c'est pas pour nous, tous ces discours que l'on connaît bien, qui empêchent même certains d'entrer dans un lieu pourtant aussi accueillant que le Palais de Tokyo. Moi je conseille toujours aux gens dans les galeries, c'est gratuit, il n'y a pas grand monde, on a un superbe contact avec les œuvres, mais pour certains, c'est même difficile d'entrer dans une galerie. Alors, un conseil chacun, Laurent Dumas, adhérer au Tokyo Art Club. C'est ça, parler beaucoup avec Jean, ouais. Et puis sentir libre. Il faut, voilà, y a pas de, j'entends la barrière, on la voit bien, la barrière de l'entrée dans la galerie, de l'entrée dans le musée, se sentir con parce qu'on se connaît pas. Voilà,
Il y a tellement d'artistes qu'on ne connaît pas. Puis on peut se tromper, non? Les goûts peuvent bien changer sûr, aussi. on peut se tromper, et deux, il faut être totalement libre. Les artistes ont créé pour le plus grand nombre, et les expositions que fait Jean ici, c'est pour le plus grand nombre. Et donc, voilà, il faut être libre, et il faut avoir confiance. Bernard Michel? Il faut que ce soit avant tout un plaisir, donc il faut se sentir très libre d'entrer dans une galerie ou d'aller dans un musée d'art contemporain, le faire le plus souvent possible, ne serait-ce que pour s'ouvrir à toutes les formes d'art, parce qu'aujourd'hui l'art, c'est... Moi je suis fanatique de dessin, mais bon, il y a des toiles, il y a la vidéo, il y a des tas de choses différentes, des installations, donc tout ça c'est tellement varié qu'on finit toujours par y trouver son compte. Et deuxièmement, essayer de dialoguer avec l'artiste pour essayer de comprendre le message qu'il a voulu nous transmettre. Alors c'est pas toujours évident parce que les artistes s'expriment par leur art, pas forcément par la parole. Ils n'aiment pas souvent d'ailleurs s'expliquer. Et d'ailleurs quelquefois il n'y a pas d'explication du tout. Hein. Mais au fond c'est essayer de générer ce dialogue. Et quand on arrive à le générer, alors là vraiment on a encore beaucoup plus de plaisir. Et il ne faut pas s'arrêter effectivement et avoir peur. Il faut aller vers l'artiste, il faut aller vers son œuvre et puis essayer de se faire sa propre idée. C'est pour ça que je rejoins, je disais, c'est un élément de subjectivité, de complexité très personnelle finalement, l'approche de l'art contemporain. Et donc il faut pousser, il faut s'efforcer d'aller vers l'œuvre et essayer d'en retirer quelque chose pour soi-même ou pour ceux qui suivent, qui regardent, qui nous suivent, qui essaient d'échanger. Moi, je trouve très important l'échange. J'aime bien, par exemple, des enfants devant des œuvres d'art contemporain. Là, on dit, bon, c'est quoi? Tu ressens quoi? Tu vois quoi? Et finalement, on peut être surpris. Ils comprennent souvent beaucoup plus facilement que nous-mêmes, qui avons nos propres barrières culturelles, artistiques, etc. Jean, un dernier conseil? J'aime beaucoup le conseil de Bernard qui est de rencontrer les artistes. C'est incroyablement possible aujourd'hui. Moi, je me souviens, en 72, je n'ai pas rencontré Picasso qui faisait une exposition au Palais des Papes. J'étais assez grand pour lui parler. J'aurais pu. Je regrette. J'ai vu un jour Warhol au marché de la poésie à Paris, place Saint-Sulpice. Je l'ai croisé, je l'ai reconnu, je ne lui ai pas parlé. Je regrette. Et on a la chance de pouvoir rencontrer les Picasso et les Warhol d'aujourd'hui. Mais quel dommage de ne pas en profiter. Je pense qu'il suffit de ne pas avoir peur de soi-même pour pouvoir le faire. Voilà, une belle parole conclusive. Il me reste à remercier grandement les différents intervenants qui ont accepté de partager justement cette question de leur passion. Remercier Arthur Toscan du Plantier pour cette préparation avec lui et remercier surtout Audrey Tranchandon qui est responsable de Gessina Lab et qui a organisé magnifiquement de main de maître cette rencontre ce soir. Je ne sais pas où elle est, mais on la félicitera grandement. Merci à toutes et à tous. Un cocktail nous attend.